Le jour de mes 70 ans, ma nièce m'a offert un prospectus d'hospice. J'ai souri. J'ai pris le temps de le feuilleter poliment, comme on regarde les photos de vacances d'un collègue qu'on n'aime pas particulièrement. Puis je leur ai tendu les clés de la maison. Ils ont cru que je capitulais. Ils ont cru que le vieux tonton Maurice, enfin, acceptait son sort. Ce qu'ils ne s'avèrent pas, c'est que la maison était vendue depuis un mois. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils comptaient les jours jusqu'à mon enterrement, je comptais les leurs jusqu'à la ruine. Je m'appelle Maurice Desaulniers. J'ai 70 ans aujourd'hui, et je vous parle depuis le pont supérieur d'un paquebot qui longe la côte portugaise. Le vent de l'Atlantique joue avec mes cheveux blancs. Et dans ma main droite, un verre de Porto couleur rubis reflète les derniers rayons du soleil couchant. Si vous m'aviez dit il y a 3 mois que je serais ici, libre, tranquille, et plus vivant que je ne l'ai été depuis la mort de ma femme, je vous aurais ri au nez. Mais la vie a une façon particulière de récompenser ceux qui refusent de se laisser enterrer vivants. Pendant 45 ans, j'ai été horloger, maître horloger, pour être précis. J'ai tenu ma boutique rue des Forges, à Dijon, celle que mon père avait ouverte en 1952 et que j'ai reprise à sa mort. J'ai réparé des milliers de montres, des pendules de grand-mère, des horloges comtoises, des mécanismes si délicats qu'un souffle pouvait les dérégler. J'ai appris la patience, la précision, l'art de travailler avec des pièces minuscules sans jamais perdre mon calme. Je me souviens de chaque montre qui m'a donné du fil à retordre. La Longines de M. Bertrand, dont le balancier refusait obstinément de garder le tempo. La Jaeger-LeCoultre de Madame Fournier, héritée de son père et qu'elle m'apportait en pleurant parce qu'elle s'était arrêtée le jour de sa mort. Les montres agoussées des anciens, ces reliques d'un autre temps que leurs petits-enfants voulaient faire revivre. Chaque réparation était un défi. Chaque mécanisme remis en marche était une victoire. J'ai appris autant de ces montres qu'elles ont appris de moi. J'ai appris que la patience est le premier outil d'un artisan, que la précipitation est l'ennemi de la qualité, que les choses les plus précieuses sont souvent les plus fragiles. J'ai appris à écouter le tic-tac d'un mouvement, comme on écoute le cœur d'un patient, à diagnostiquer les problèmes avant même d'ouvrir le boîtier. 45 ans, à répéter les mêmes gestes, à perfectionner les mêmes techniques, à transmettre le même savoir aux rares apprentis qui avaient la patience d'apprendre. Ma femme Jeanne est morte il y a 8 ans, cancer du sein. 18 mois entre le diagnostic et la fin. 18 mois pendant lesquels j'ai appris ce que signifie vraiment tenir la main de quelqu'un qu'on aime pendant qu'elle s'éteint. Nous n'avons pas eu d'enfant. Ce n'était pas un choix. C'était la vie qui en avait décidé autrement. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ma plus grande tristesse. Aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas une bénédiction déguisée. Ma seule famille proche, c'était Lucie, la fille de mon frère Paul, mort d'un infarctus quand Lucie avait 15 ans. Je l'ai accueillie chez nous pendant ses années de lycée. Je l'ai aidée à payer ses études. Je l'ai soutenue quand elle a rencontré Théo. Je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôtel le jour de son mariage. Je pensais avoir une fille, même si elle ne portait pas mon nom. Je pensais avoir une famille. Avez-vous déjà ressenti ce moment précis, où vous réalisez que les gens que vous aimez vous regardent comme un problème à résoudre, pas comme une personne, pas comme un être humain, avec des souvenirs et des rêves et des années de vie encore devant soi, juste un obstacle entre eux et ce qu'ils veulent vraiment. Tout a commencé il y a 3 mois, un dimanche de septembre. L'été indien réchauffait encore les pierres de ma maison. Cette maison que Jeanne et moi
avions acheté en 1982, quand le quartier n'était encore qu'un assemblage de terrains vagues et de promesses. Nous avions tout fait nous-mêmes, la peinture, les étagères, le jardin. J'avais planté un poirier dans le coin sud, celui qui donne maintenant des fruits si sucrés que les voisins viennent en demander à chaque automne. 40 ans de souvenirs dans ces murs, 40 ans de vie. Lucie et Théo étaient venus pour le déjeuner dominical, comme ils le faisaient de temps en temps. Pas chaque semaine, non, peut-être une fois par mois, quand ils n'avaient rien de mieux à faire. Je ne me plaignais pas. À 35 ans, Lucie avait sa vie, son travail, dans une agence de communication, son appartement en location du côté de Beaune. Théo, 37 ans, travaillait comme commercial dans une entreprise de matériel médical. Il n'était pas riche, mais il vivait correctement. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce dimanche-là, j'avais préparé un poulet rôti avec des pommes de terre du jardin. La recette de ma mère, celle que je faisais pour Lucie quand elle était adolescente et qu'elle revenait de ses cours, affamée et épuisée. J'aimais cuisiner pour eux. J'aimais voir la table remplie, entendre des voix dans cette maison, devenue trop silencieuse depuis le départ de Jeanne. Mais quelque chose était différent ce jour-là. Je l'ai senti dès qu'ils ont franchi la porte. Théo avait cette façon de regarder autour de lui, pas comme quelqu'un qui visite, mais comme quelqu'un qui évalue. Ses yeux s'attardèrent sur les cadres des fenêtres, sur le parquet, sur les moulures du plafond. À un moment, je l'ai surpris en train de photographier le salon avec son téléphone. J'ai demandé, innocemment, ce qu'il faisait. Il a ri, ce petit rire nerveux qu'il a quand il est mal à l'aise. Et il a dit que c'était pour montrer à un ami architecte qu'il aimait les intérieurs anciens, que ma maison avait du cachet. J'ai hoché la tête et je suis retourné en cuisine chercher le dessert. Mais quelque chose s'était installé dans ma poitrine, une petite pierre froide que je ne pouvais pas nommer. Pendant le repas, Lucie m'a posé des questions étranges, des questions sur les papiers de la maison, sur l'assurance, sur ce qui se passerait si quelque chose m'arrivait. Elle a formulé ça de manière délicate, bien sûr. Lucie a toujours été habile avec les mots. Elle parlait de précaution, de tranquillité d'esprit, de s'assurer que tout serait en ordre le moment venu. Le moment venu, comme si ma mort était un rendez-vous inscrit dans un agenda, une formalité à gérer entre 2 réunions de travail. J'ai répondu vaguement. J'ai dit que tout était en ordre, que le notaire avait tous les documents, que je ne voulais pas les embêter avec ces histoires administratives. Lucie a insisté. Elle voulait savoir si j'avais fait un testament, si la maison était à mon nom seul, ou s'il y avait des complications héritées de Jeanne. Théo a ajouté, comme par hasard, qu'un de ses collègues était agent immobilier et qu'il lui avait dit que les maisons dans ce quartier se vendaient maintenant autour de 400 000 €. 400 000 €. Il a prononcé ce chiffre comme on prononce le nom d'un trésor caché, avec une lueur dans les yeux qu'il ne pouvait pas dissimuler. 400 000 €. Voilà ce que valait ma vie pour eux. Pas 45 ans d'horlogerie, pas les milliers de montres que j'avais réparées, pas les nuits passées penchées sur des mécanismes minuscules avec ma loupe et mes outils, pas les clients qui revenaient génération après génération parce qu'ils savaient que chez Maurice, on ne trichait pas, non. 400 000 €, le prix du marché, l'estimation d'un agent immobilier, un chiffre sur une feuille, une somme à diviser, un problème d'arithmétique. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. J'ai dit que c'était intéressant, que le quartier avait bien changé depuis notre arrivée, que Jeanne aurait été surprise de voir tous ces jeunes cadres
s'installer dans les anciennes fermes rénovées. Le déjeuner s'est terminé. Ils sont partis, vers 16 heures, pressés soudainement. Une obligation qu'ils avaient oubliée. Je les ai embrassés sur le seuil, comme d'habitude. Lucie m'a serré dans ses bras, et j'ai senti son parfum, celui que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Théo m'a donné une poignée de main, ferme et brève comme il les aime. Et puis je suis rentré, et j'ai commencé à débarrasser la table. C'est là que j'ai trouvé le téléphone de Théo. Il l'avait oublié, coincé entre deux coussins du canapé. L'écran s'est allumé au moment où je l'ai pris. Une notification, un message de Lucie. Je n'aurais pas dû regarder. La politesse, l'éducation, le respect de la vie privée, tout me dictait de poser ce téléphone et d'attendre qu'il revienne le chercher. Mais il y avait cette petite pierre froide dans ma poitrine, cette intuition qui me murmurait que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai regardé. Le message de Lucie disait « Il commence déjà à se répéter. » Tu as vu comment il a raconté 2 fois la même histoire sur son père. Bientôt on pourra lancer la procédure. Le médecin de Patrick peut nous faire le certificat. Et la réponse de Théo, envoyée juste avant qu'il ne parte. Il a l'air de se douter de rien. Continue à venir souvent. On documente tout. D'ici 2 mois, on aura assez pour la mise sous tutelle. Après, la maison sera à nous avant Noël. J'ai reposé le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Mes mains ne tremblaient-ils pas. Pendant 45 ans, j'ai manipulé des pièces d'horlogerie si minuscules qu'un tremblement aurait tout ruiné. Le contrôle, c'est une question de pratique, et j'avais eu 45 ans pour pratiquer. Théo est revenu chercher son téléphone 1 heure plus tard. Il était seul, essoufflé, s'excusant de son étourderie. J'ai souri. J'ai dit que ça arrivait à tout le monde. J'ai même ajouté, avec un petit rire que j'espérais convaincant, que moi aussi j'oubliais des choses de plus en plus souvent, que c'était l'âge, sans doute. Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de satisfaction et de mépris, à peine dissimulé derrière un masque de compassion. Il m'a tapoté l'épaule, et il a dit de ne pas m'inquiéter, que Lucie et lui seraient toujours là pour moi, que je pouvais compter sur eux. Quand sa voiture a disparu au bout de la rue, je suis resté longtemps debout dans l'entrée. Le soleil descendait, projetant des ombres longues sur le parquet que Jeanne et moi avions poncé ensemble, un été, il y a 30 ans. Je regardais cette maison, ces murs qui contenaient toute ma vie, et je pensais aux mots que je venais de lire. Tutelle, avant Noël, la maison sera à nous. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans le salon, dans le fauteuil de Jeanne, celui qu'elle avait choisi elle-même dans une brocante de Beaune, et qu'elle n'avait jamais voulu qu'on change, malgré le tissu usé et les ressorts qui grincent. J'ai pensé à Lucie enfant, quand elle venait passer les vacances chez nous et qu'elle m'appelait Tonton Momo. J'ai pensé à ses larmes quand son père est mort, à la façon dont elle s'accrochait à moi pendant les nuits d'orage, à tous ces moments où j'avais cru construire quelque chose avec elle, une relation, une famille, un avenir, et j'ai compris quelque chose cette nuit-là. J'ai compris que la famille, ce n'est pas le sang, ce n'est pas les liens génétiques ou les obligations légales. La famille, ce sont les gens qui vous voient comme une personne et non comme un problème. Les gens qui ne comptent pas les jours jusqu'à votre mort. Les gens qui ne regardent pas votre maison en calculant sa valeur de revente. Au matin, j'avais pris ma décision. Ils voulaient jouer, nous allions jouer, mais selon mes règles. Les semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je menais une double existence, comme ces espions dans les films de guerre que Jeanne,
aimait tant regarder le dimanche soir. En surface, j'étais le vieux tonton Maurice, celui qui commençait à perdre la tête, celui qui racontait les mêmes histoires 2 fois, celui qui oubliait d'éteindre le gaz et qui confondait les jours de la semaine. En dessous, dans le secret de mon cœur, j'étais un homme de 69 ans parfaitement lucide qui préparait sa revanche. Ce dédoublement était épuisant, mais aussi étrangement excitant. Pour la première fois depuis des années, j'avais un but, une mission, quelque chose qui donnait du sens à chaque journée. Je me levais le matin avec une énergie nouvelle, je planifiais mes actions, comme un horloger planifie une réparation complexe. Chaque détail comptait. Chaque geste devait être calibré. J'ai appris à jouer la comédie. Moi qui avais toujours été un homme honnête, incapable de mentir sans que ça se voie, j'ai découvert que la dissimulation était une question de pratique, comme l'horlogerie. Au début, on se trompe, on hésite, on fait des erreurs. Et puis, à force de répéter, les gestes deviennent automatiques. Le mensonge devient naturel. J'ai commencé à tenir un journal. Pas un journal intime, non, un journal stratégique. J'y notais chaque visite de Lucie et Théo, chaque question insidieuse, chaque regard échangé entre eux quand ils pensaient que je ne voyais pas. J'y consignais leurs mensonges, leurs contradictions, leurs petites cruautés déguisées en sollicitude. Ce journal serait ma preuve, si jamais j'en avais besoin un jour. Ma mémoire écrite, incontestable, datée et détaillée. Lucie et Théo ont intensifié leurs visites. Ils venaient maintenant presque chaque semaine, parfois même en milieu de semaine, toujours avec une excuse. Ils passaient dans le coin. Ils avaient trouvé des légumes frais au marché et ils avaient pensé à moi. Ils voulaient juste s'assurer que tout allait bien. Chaque visite était une inspection déguisée. Chaque conversation était un interrogatoire masqué. Lucie avait commencé à m'envoyer des articles sur la démence par email, des liens vers des sites médicaux, des témoignages de familles qui avaient dû prendre des décisions difficiles pour leurs proches âgés. Elle accompagnait toujours ces envois d'un petit mot. Je suis tombé là-dessus et j'ai pensé à toi. Juste pour info, hein? Ne t'inquiète pas. Je jouais le jeu. Je répondais que c'était gentil de penser à moi, que ces articles étaient très informatifs, que je me rendais compte moi-même que ma mémoire n'était plus ce qu'elle était. Je leur donnais exactement ce qu'ils voulaient voir. Un soir, alors qu'ils étaient venus dîner, j'ai fait exprès de laisser une casserole sur le feu trop longtemps. L'alarme incendie s'est déclenchée. La cuisine s'est remplie de fumée. Et j'ai fait semblant de paniquer, de ne plus savoir comment éteindre le détecteur. Théo a tout géré pendant que Lucie me regardait, avec cette expression mi-inquiète, mi-satisfaite qu'elle avait perfectionnée. Plus tard, j'ai surpris Théo en train de noter quelque chose sur son téléphone, sans doute un nouveau fait à ajouter à leur dossier. Parallèlement, dans le plus grand secret, j'avais commencé à agir. Ma première visite a été chez Maître Fournier, le notaire de la famille, celui qui avait géré la succession de Jeanne et tous nos actes de propriété depuis 30 ans. C'était un homme de mon âge, discret, compétent, et surtout parfaitement conscient de ma lucidité mentale. Je lui ai tout raconté, les messages que j'avais lus, les visites suspectes, les articles sur la démence, le projet de tutelle. Il m'a écouté sans m'interrompre, ses doigts joints devant son menton, son regard attentif posé sur moi. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit « Monsieur Desaulniers, vous avez parfaitement le droit de disposer de vos biens comme vous l'entendez, tant que vous êtes en pleine possession de vos facultés mentales. Et je peux témoigner que vous l'êtes.
Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. C'est là qu'il m'a parlé du viager. Je connaissais le concept, bien sûr. Tout le monde en France a entendu parler de Jeanne Calment et de l'avocat qui avait cru faire une bonne affaire en lui achetant son appartement en viager, avant de mourir lui-même bien avant elle. Mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à cette possibilité pour moi-même. Cette histoire de Jeanne Calment m'a toujours fasciné. Cette femme qui avait vendu son appartement en viager à 47 ans et qui avait vécu jusqu'à 122 ans. L'acheteur, un notaire d'Arles, avait payé pendant 30 ans, puis c'est sa veuve qui avait continué à payer, et au final, la famille m'avait versé plus du double de la valeur de l'appartement. Les journaux avaient présenté ça comme une histoire drôle, une anecdote sur la longévité extraordinaire d'une vieille dame, mais moi, j'y voyais autre chose. J'y voyais une leçon sur les paris mal calculés, sur l'arrogance de ceux qui pensent pouvoir prévoir l'avenir. Le viager, m'a expliqué Maître Fournier, c'est une vente immobilière particulière. L'acheteur verse un capital initial, qu'on appelle le bouquet, puis une rente mensuelle jusqu'au décès du vendeur. En échange, il devient propriétaire du bien, mais ne peut en prendre possession qu'à la mort du crédirentier. C'est un pari sur la durée de vie. L'acheteur espère que le vendeur mourra rapidement. Le vendeur, lui, a tout intérêt à vivre le plus longtemps possible. J'ai souri en entendant ça. Vivre longtemps pour contrarier quelqu'un. Si ce n'était pas la plus belle des motivations, je ne savais pas ce qui pouvait l'être. J'ai demandé à Maître Fournier de m'expliquer les détails juridiques. Il m'a parlé des différents types de viagers. Le viager occupé, où le vendeur continue à habiter le bien jusqu'à sa mort, et le viager libre, où l'acheteur peut en disposer immédiatement. Il m'a expliqué comment se calcule le bouquet et la rente, en fonction de la valeur du bien, de l'âge du vendeur, des tables de mortalité officielles. Il m'a mis en garde contre les pièges, les clauses abusives, les acheteurs peu scrupuleux qui espèrent profiter de la vulnérabilité des personnes âgées. J'ai écouté tout cela avec attention. Pendant 45 ans, j'avais manipulé des mécanismes complexes, des rouages interdépendants, où chaque pièce devait être parfaitement ajustée pour que l'ensemble fonctionne. Le viager était un autre type de mécanisme, juridique celui-là, mais tout aussi précis, et je comptais bien le maîtriser parfaitement. Maître Fournier m'a mis en contact avec une agence spécialisée dans ce type de transactions. Ils avaient des acheteurs potentiels, principalement des jeunes couples qui n'avaient pas les moyens de contracter un prêt immobilier classique, mais qui pouvaient se permettre une rente mensuelle en échange de la promesse d'une maison dans quelques années ou quelques décennies, selon la longévité du vendeur. J'ai rencontré plusieurs couples. Certains me regardèrent avec cette petite lueur calculatrice dans les yeux, essayant d'évaluer combien de temps il me restait à vivre. Je les éliminais immédiatement. D'autres étaient simplement nerveux, mal à l'aise avec cette transaction qui reposait sur la mort d'une personne qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, il y a eu Claire et Antoine, un jeune couple de trentenaires, elle infirmière, lui professeur d'histoire. Ils avaient un petit garçon de 4 ans, Hugo, qui s'accrochait à la jambe de son père pendant notre première rencontre et qui m'observait avec ces grands yeux curieux qu'ont les enfants quand ils découvrent quelque chose de nouveau. La première fois que je les ai vus, j'ai su que c'était eux. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, des intuitions qui viennent de nulle part et qui pourtant sonnent justes. Claire avait ce sourire franc, direct, sans arrière-pensée. Antoine avait cette façon de s'excuser quand son fils tirait sur sa manche, comme s'il avait honte de le déranger, mais était aussi infiniment fier de lui.
Ils m'ont raconté leur histoire pendant notre première rencontre. Ils s'étaient méconnus au lycée, s'étaient perdus de vue, puis retrouvés 10 ans plus tard, par hasard, dans une librairie de Dijon, le genre d'histoire qu'on lit dans les romans et qu'on croit inventer. Claire travaillait aux urgences de l'hôpital, des gardes de 12 heures qui la laissaient épuisée, mais vivante, disait-elle. Antoine enseignait l'histoire au collège avec cette passion particulière qu'il faut pour faire aimer le passé à des adolescents distraits. Ils avaient essayé d'acheter une maison, mais les banques avaient refusé leur dossier. Pas assez d'apports personnels, pas assez de garanties. Le petit Hugo grandissait dans un appartement de 40 mètres carrés, sans jardin, sans espace pour courir. Le viager était leur seule chance d'offrir à leur fils une enfance comme celle qu'ils avaient eue eux-mêmes. Une maison avec un jardin, un arbre où accrocher une balançoire, des murs assez épais pour contenir les rires et les cris sans déranger les voisins. Ils n'ont pas essayé de calculer ma date de mort. Ils m'ont demandé de leur parler de la maison. Ils voulaient savoir son histoire, qu'il avait construite, quels souvenirs elle contenait. Antoine a remarqué le poirier dans le jardin et m'a demandé quelle variété c'était. Claire s'est arrêtée devant l'établi dans mon atelier et a effleuré les outils avec respect, comme on touche des objets sacrés. Je leur ai fait visiter. Je leur ai montré la chambre où Jeanne et moi avions dormi pendant 40 ans, la cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, le petit atelier sous l'escalier où je réparais encore quelques montres pour les vieux clients fidèles. Je leur ai raconté l'été 1985, quand nous avions refait toute la toiture nous-mêmes, parce que nous n'avions pas les moyens de payer des ouvriers. Je leur ai parlé de Jeanne, de sa maladie, de ses derniers mois. À la fin de la visite, Claire avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit que c'était une belle maison, pas dans le sens immobilier du terme, mais dans le sens humain. Une maison qui avait été aimée, une maison qui méritait d'être aimée encore. Je leur ai posé une condition, une seule. Mon établi d'horloger devait rester. C'était un meuble ancien, hérité de mon père, qu'il avait lui-même hérité du sien. 3 générations de Dessaulniers avaient travaillé sur ce plateau de chêne. Je voulais qu'il reste dans cette maison, qu'il continue à exister, que sa surface polie par des décennies de travail témoigne encore de notre passage. Antoine a souri. Il m'a dit qu'il aimait les objets avec une histoire, que l'établi serait parfait dans le salon, qu'il raconterait à son fils d'où il venait et ce qu'il représentait. Nous avons signé le compromis de vente 3 jours plus tard. Le bouquet était de 80 000 €, versé immédiatement sur mon compte. La rente mensuelle serait de 1 200 €, indexée sur l'inflation, jusqu'à ma mort. Si je vivais encore 20 ans, Claire et Antoine auraient payé près de 370 000 € pour une maison qui en valait 400 sur le marché. Si je mourais dans 6 mois, ils auraient fait l'affaire du siècle. Je n'avais pas l'intention de leur faire ce cadeau. J'avais l'intention de vivre très, très longtemps. Pendant ce temps, Lucie et Théo continuaient leur petit manège. Ils avaient accéléré le rythme. La procédure de tutelle était en cours. Je l'ai appris par Maître Fournier, qui avait ses sources au tribunal. Ils avaient déposé une demande de mise sous protection juridique, appuyée par un certificat médical d'un médecin que je n'avais jamais consulté. Le docteur Patrick Renaud, un ami de Théo apparemment, avait attesté de ma détérioration cognitive progressive et de mon incapacité à gérer mes affaires. Un médecin qui signe un certificat sans jamais avoir examiné le patient. Cela s'appelle un faux en écriture, et c'est un délit pénal. J'ai gardé cette information pour plus tard.
C'est à cette époque que j'ai entendu la conversation qui a tout cristallisé. J'étais dans ma chambre, la fenêtre entr'ouverte, car l'automne était doux cette année-là. Lucie et Théo étaient dans le jardin, assis sur le banc sous le poirier. Ils pensaient que je faisais la sieste. Ils pensaient que mes oreilles étaient aussi défaillantes que mon esprit. Théo parlait au téléphone avec quelqu'un, probablement l'avocat qui gérait leur dossier de tutelle. J'ai entendu des bribes, délai de 2 mois, audience en décembre, nomination d'un mandataire judiciaire. Puis il a raccroché et s'est tourné vers Lucie. « Ça avance », a-t-il dit. « D'ici Noël, on aura le contrôle total. On le met en maison de retraite, on vend la baraque et on rembourse enfin ce putain de crédit. » Lucie a gloussé. Elle a peut-être répondu quelque chose que je n'ai pas bien entendu, puis Théo a dit plus fort. Il a quand même bien vécu. 70 ans, c'est pas mal. Et puis il sera mieux là-bas, avec des gens de son âge. On lui rend service quand tu y penses. Ils se rendaient service à eux-mêmes. Ils avaient des dettes, apparemment des dettes importantes. Et ma maison, ma vie, mes 40 ans de souvenirs, tout cela n'était pour eux qu'un chiffre sur une feuille de calcul, une solution à leurs problèmes financiers. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous confronté ces gens que vous aviez aimés, élevés, soutenus pendant des décennies? Auriez-vous crié, pleuré, supplié? Ou auriez-vous fait comme moi, serré les dents et continué à jouer votre partition jusqu'à la dernière note? Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort de Jeanne. Je suis descendu dans mon atelier et j'ai ouvert une vieille montre à gousset, celle de mon grand-père, celle qui ne marchait plus depuis des années et que je n'avais jamais eu le courage de réparer. Mes mains se souvenaient de chaque geste, même après tout ce temps. Le démontage méticuleux, le nettoyage des pièces, le réglage du balancier. À 3 heures du matin, la montre battait à nouveau, son tic-tac régulier remplissant le silence de la maison. J'ai pleuré en l'écoutant. J'ai pleuré pour Jeanne, qui n'était plus là pour me conseiller. J'ai pleuré pour Lucie, cet enfant que j'avais cru aimer comme une fille et qui n'avait vu en moi qu'une vache à lait. J'ai pleuré pour moi-même, pour ce vieil homme seul dans une grande maison, entouré de fantômes et de trahisons. Et puis j'ai arrêté de pleurer. J'ai essuyé mes yeux avec le dos de la main, j'ai refermé la montre et je suis allé me coucher. Le lendemain, il y avait du travail à faire. L'acte de vente définitif a été signé le 15 octobre, dans le cabinet de Maître Fournier. Claire et Antoine étaient là, nerveux et excités comme des enfants le matin de Noël. Nous avons paraphé des dizaines de pages, signé des dizaines de documents. Quand tout a été terminé, Maître Fournier nous a serré la main à tous et a déclaré que la transaction était désormais légale et irrévocable. Irrévocable, ce mot m'a fait sourire. Dans 1 mois, Lucie et Théo obtiendraient peut-être leur tutelle, mais ils découvriraient qu'il n'y avait plus rien à administrer. La maison appartenait à quelqu'un d'autre. L'argent du bouquet était sur un compte, à mon nom, dans une autre banque, hors de leur portée, et la rente mensuelle continuerait à tomber tant que je respirerais. Il me restait une dernière chose à faire. Quelque chose de symbolique, mais de nécessaire. Dans le jardin, près du mur du fond, poussait un vieux gui sur un pommier sauvage. Le gui était là depuis toujours, parasitant l'arbre sans le tuer, vivant de sa sève sans lui donner quoi que ce soit en retour, comme certaines personnes que je connaissais. Mais le gui, dans la tradition celtique, est aussi un symbole de renouveau, de vie nouvelle, de protection contre les mauvais esprits. On l'accroche au-dessus des portes pour éloigner les visiteurs malveillants. J'ai coupé une branche de gui
et je l'ai fait sécher. Elle serait mon message, mon signe d'adieu. Les nouveaux propriétaires ne comprendraient peut-être pas. Mais ceux à qui ce message était destiné, eux, comprendraient parfaitement. Le mois de novembre est passé comme un rêve étrange. Je vivais toujours dans la maison, mais elle ne m'appartenait plus. C'était une sensation curieuse, libératrice d'une certaine façon. Je regardais les murs différemment. Je n'avais plus besoin de m'inquiéter des réparations, de l'entretien, de toutes ces petites choses qui accaparent l'esprit d'un propriétaire. J'étais un invité chez moi, un locataire de ma propre vie. Lucie et Théo continuaient leur visite, de plus en plus pressante. Ils voulaient que je voie un médecin, leur médecin. Ils voulaient que je signe des papiers, toujours plus de papiers. Ils voulaient m'emmener visiter des maisons de retraite, juste pour voir, juste pour être prêt. J'ai fait semblant d'hésiter. J'ai fait semblant d'avoir peur. J'ai fait semblant d'être reconnaissant de leur attention, de leur dévouement, de leur amour. C'était épuisant, cette comédie permanente. Mais chaque fois que je faiblissais, je me souvenais des mots que j'avais lus sur le téléphone de Théo. La maison sera à nous avant Noël. Et ma résolution se renforçait. 2 semaines avant mon anniversaire, j'ai reçu une lettre du tribunal. L'audience pour la mise sous tutelle était fixée au 12 décembre. Lucie et Théo avaient bien travaillé. Ils avaient rassemblé des témoignages, des certificats médicaux, des rapports d'évaluation. Sur le papier, j'étais un vieux homme sénile, incapable de gérer ses affaires, dangereux pour lui-même et pour les autres. J'ai appelé Maître Fournier. Il m'a rassuré. La vente de la maison était antérieure à la demande de tutelle. Même si le tribunal me déclarait incapable, il ne pourrait pas annuler une transaction réalisée, alors que j'étais encore considéré comme lucide. Et j'avais un témoin irréfutable de ma lucidité, le notaire lui-même, qui avait supervisé la vente et qui pouvait attester de mon état mental au moment de la signature. Le piège se refermait, pas sur moi, sur eux. J'ai commencé à préparer mon départ. Discrètement, j'ai fait mes valises, j'ai trié mes affaires, gardant l'essentiel, donnant le reste à des associations. J'ai réservé un billet pour un voyage que je rêvais de faire depuis des années. Une croisière le long de la côte atlantique, de Bordeaux à Lisbonne, avec des escales à Saint-Jean-de-Luz, à Bilbao, à Porto. 3 semaines de mer, de soleil, de liberté. Le jour de mon 70e anniversaire tombait un samedi. Lucie et Théo avaient organisé un dîner au restaurant, un établissement chic du centre-ville qu'ils ne pouvaient certainement pas se permettre avec leurs propres moyens. Ils voulaient marquer le coup, m'ont-ils dit, fêter dignement ce cap important. J'ai compris qu'ils voulaient surtout me présenter leurs cadeaux. Ce matin-là, avant de quitter la maison pour la dernière fois, j'ai fait le tour des pièces. J'ai touché les murs, caressé le bois des portes, respiré l'odeur familière de cire et de vieux bois qui imprégnait chaque recoin. J'ai dit au revoir, aux fantômes de Jeanne, à nos souvenirs, à cette vie qui avait été la mienne pendant si longtemps. J'ai passé un long moment dans la chambre, notre chambre, celle où Jeanne et moi avions dormi pendant 40 ans, où nous avions fait l'amour, où nous avions pleuré, où nous avions vieilli ensemble. Le papier peint était celui que nous avions choisi en 1985, un motif discret de rayures beige que Jeanne trouvait trop sobre, mais qu'elle avait accepté parce qu'elle savait que je l'aimais. Le parquet gardait les marques de nos pas, des millions de pas accumulés au fil des décennies. Près de la fenêtre, il y avait encore l'encoche dans le bois que j'avais faite par accident en installant les rideaux, un jour de 1987.
Jeanne avait été furieuse. Maintenant, cette encoche était un souvenir précieux, la trace d'un moment de vie partagé. J'ai ouvert le placard, où j'avais rangé les dernières affaires de Jeanne après sa mort. Sa robe de chambre, en soie, celle qu'elle portait le matin avec son café, son chapeau de paille, défraîchi par les années de jardinage, son alliance, que j'avais gardée dans une petite boîte parce que je n'avais jamais eu le courage de la ranger ailleurs. J'ai touché ces objets une dernière fois. Je leur ai dit au revoir. Ils resteraient dans cette maison, avec Claire et Antoine. Je leur avais demandé de ne pas les jeter, de les garder quelque part, même dans un carton au grenier. Ils avaient accepté sans poser de questions. Puis j'ai descendu l'escalier, lentement, une main sur la rampe que j'avais installée moi-même avec des outils hérités de mon père. Chaque marche avait son propre grincement, sa propre personnalité. Je les connaissais par cœur. Je savais laquelle éviter pour ne pas réveiller quelqu'un la nuit, laquelle produisait ce petit couinement aigu qui faisait toujours rire Jeanne. Puis j'ai posé la branche de gui séché sur la table de la cuisine. Juste ça. Une branche de gui nouée avec un ruban rouge. Mon message, mon adieu. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai glissé les clés dans ma poche. Claire et Antoine viendraient me les chercher lundi matin. Ils avaient accepté d'attendre, de me laisser ce dernier week-end dans la maison. Des gens bien, des gens qui comprennent que les adieux prennent du temps. Le restaurant s'appelait le Jardin des Sens, un nom ironique quand on y pense. Théo avait réservé un salon privé, avec vue sur le parc municipal. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà là, attablés devant un apéritif, tout sourire. « Joyeux anniversaire, tonton !» s'est exclamée Lucie en se levant pour m'embrasser. 70 ans, c'est pas rien. Théo m'a serré la main, comme d'habitude. Il portait une chemise neuve, quelque chose de coûteux d'après le tissu. Je me suis demandé s'il l'avait acheté à crédit, comme tout le reste, apparemment. Le dîner a été agréable, en surface. Nous avons mangé des mets raffinés, bu un vin que je n'aurais jamais choisi moi-même, parlé de tout et de rien. Théo évoquait son travail avec enthousiasme, ses nouvelles opportunités qui s'ouvraient à lui. Lucie parlait de ses projets de voyage, des destinations qu'elle rêvait de visiter. Je les écoutais et je pensais, « Vous avez déjà dépensé l'argent de ma maison, n'est-ce pas? Dans vos têtes, c'est déjà fait. Vous avez remboursé vos dettes, vous avez acheté une nouvelle voiture, vous avez réservé ces vacances au soleil, vous avez mis la charrue avant les bœufs, comme disait ma grand-mère, et vous allez découvrir que les bœufs ne viendront jamais. » Au moment du dessert, Lucie a sorti une enveloppe de son sac. Une grande enveloppe beige, officielle. Elle l'a posée sur la table avec un sourire qui se voulait tendre. « On t'a préparé quelque chose de spécial, tonton », a-t-elle dit. On a beaucoup réfléchi, Théo et moi. On s'inquiète pour toi, tu sais. Cette grande maison tout seul, c'est beaucoup à gérer. Et on veut être sûr que tu sois bien, que tu aies les soins dont tu as besoin. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai ouverte lentement, savourant le moment. À l'intérieur, il y avait un prospectus en papier glacé. Le jardin de sérénité, résidence pour seniors autonomes et dépendants. Des photos de vieillards souriants dans des jardins bien entretenus, des chambres claires avec vue sur la nature, une équipe médicale dévouée, disponible 24 heures sur 24, un hospice. Ils m'offraient un prospectus d'hospice pour mon 70e anniversaire. On a déjà fait les démarches, a ajouté Théo. Ils ont une place disponible le mois prochain. Tu aurais une chambre avec vue sur le parc. Et ne t'inquiète pas pour le coup, on s'occupe de tout.
Bien sûr qu'il s'occuperait de tout. Avec l'argent de ma maison qu'il pensait encore leur appartenir dans quelques semaines. J'ai regardé le prospectus longtemps, en silence. Ils devinrent penser que j'étais ému, dépassé, peut-être même soulagé qu'on prenne les décisions à ma place. Lucie s'est penchée vers moi et m'a tapoté la main. « C'est pour ton bien, tonton. On veut juste que tu sois heureux. » J'ai levé les yeux. J'ai regardé Lucie, cette fille que j'avais élevée, que j'avais aimée, que j'avais cru connaître. J'ai regardé Théo, cet homme qu'elle avait épousé, cet étranger qui s'était glissé dans ma famille comme le gui sur le pommier. Et j'ai souri. « Vous êtes vraiment adorable, » ai-je dit. « Vous pensez à tout. » J'ai fouillé dans ma poche et j'en ai sorti le trousseau de clés. Les clés de la maison, de la porte d'entrée, de la porte de derrière, du garage, du cabanon de jardin. Le trousseau complet, celui que j'avais porté sur moi pendant 40 ans. Je l'ai posé sur la table, devant eux. « Tenez, » ai-je dit, « vous en aurez besoin. » Lucie et Théo ont échangé un regard. Je voyais la surprise dans leurs yeux, et aussi autre chose, de la joie, du soulagement. Ils pensaient que je capitulais. Ils pensaient avoir gagné. Théo a tendu la main vers les clés. Ses doigts se sont refermés dessus, comme sur un trésor, longtemps convoité. « Merci, tonton, » a dit Lucie, la voix un peu rauque. « On va bien s'occuper de la maison, promis. »« Oh, je n'en doute pas, » ai-je répondu. « Mais il y a juste un petit détail. » Ils ont attendu, les clés toujours dans la main de Théo. Les nouveaux propriétaires ont emménagé il y a 3 semaines. Ils sont charmants, vous verrez. Un jeune couple avec un petit garçon. Ils ont gardé mon établi. Le silence qui a suivi était délicieux. Un silence épais, suffocant, plein de confusion et de début de panique. « Qu'est-ce que tu racontes ?» a demandé Lucie, son sourire figé sur son visage comme un masque en train de se fissurer. J'ai bu une gorgée de champagne. Le champagne qu'ils avaient commandé pour célébrer leur victoire. J'ai vendu la maison, ai-je dit posément, en viager. Il y a 1 mois, l'acte est signé, enregistré, irrévocable. La maison ne m'appartient plus. Elle ne vous appartiendra jamais. Théo a lâché les clés comme si elles l'avaient été brûlées. « C'est impossible, » a-t-il balbutié. « Tu n'as pas pu. Tu n'es pas en état de... » « Je ne suis pas en état, » ai-je répété, ma voix devenant plus tranchante. « Tu veux parler du certificat médical de ton ami, le docteur Renaud, celui qui atteste de ma démence sans m'avoir jamais examiné. Tu sais que c'est un faux en écriture, ça, Théo. Tu sais que c'est un délit pénal. » Son visage est devenu livide. Lucie avait la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai ouvert une capture d'écran et je l'ai posée sur la table, tournée vers eux. Et ça, vous reconnaissez, c'était le message qu'ils avaient échangé 3 mois plus tôt. Il commence déjà à se répéter. Bientôt on pourra lancer la procédure. D'ici 2 mois, on aura assez pour la mise sous tutelle. Lucie a porté la main à sa bouche. « Vous savez ce qu'on dit ?» ai-je continué, implacable. « On dit qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous avez passé des mois à planifier comment dépenser mon argent. Vous avez déjà contracté des dettes, n'est-ce pas, en anticipant la vente de ma maison. Vous avez vécu au-dessus de vos moyens parce que vous pensiez que l'héritage du vieux tonton Maurice allait tout régler. Je me suis levé. J'ai posé assez d'argent sur la table pour couvrir l'addition, la leur y compris. Je n'allais pas leur laisser payer une facture qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Le problème, mes chers enfants, c'est que l'héritage n'existe plus. La maison est vendue. L'argent est sur mon compte, et je compte bien le dépenser moi-même. Et vous allez devoir vous débrouiller seul,
comme des adultes. Théo s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. « Tu ne peux pas faire ça !» a-t-il crié. « Tu n'as pas le droit. Cette maison, c'était... » « C'était quoi, Théo ?» ai-je demandé calmement. « C'était ta maison. C'était ton héritage. C'était quelque chose que tu avais mérité. » Il n'a pas répondu. Ses yeux s'étaient pleins de rage, de frustration, et peut-être tout au fond, d'un début de honte. « J'ai réparé des montres pendant 45 ans, ai-je dit. Tu sais ce que j'ai appris, en 45 ans, à remettre en marche des mécanismes que tout le monde croyait perdus. J'ai appris la patience, et j'ai appris à lire les rouages, les vrais, ceux qui sont faits de métal et de ressort, et les autres, ceux qui sont faits de mensonges et de cupidité. Je me suis tourné vers Lucie, qui n'avait toujours pas bougé de sa chaise. J'ai lu vos rouages, à tous les deux, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'ai ramassé ma veste, j'ai ajusté mon manteau, et je me suis dirigé vers la sortie. À la porte du salon privé, je me suis arrêté et je me suis retourné une dernière fois. Au fait, ai-je ajouté, mon avion pour Bordeaux décolle demain matin. Je pars en croisière, 3 semaines sur la côte atlantique, avec l'argent du bouquet. Et quand je reviendrai, si vous voulez me parler, vous pouvez me joindre par l'intermédiaire de mon avocat. Il s'appelle Maître Delcourt. Son cabinet est avenue de la République. Je vous déconseille d'essayer de me contacter directement. La procédure de tutelle, elle sera rejetée. J'ai un certificat médical d'un vrai médecin, un neurologue du CHU, qui atteste de ma parfaite santé mentale. Et j'ai les témoignages de mon notaire, de mon banquier et de plusieurs de mes anciens clients, tous prêts à témoigner sous serment. Je les ai regardés une dernière fois. Théo, figé debout, le visage décomposé. Lucie, effondrée sur sa chaise, les yeux fixes. « Bonne soirée », ai-je dit, « et bonne chance ». Je suis sorti du restaurant et j'ai marché dans la rue, sous les lumières de décembre. L'air était froid, vif, revigorant. Je me sentais léger, plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le poids de la maison, le poids de la famille, le poids des attentes et des obligations, tout cela s'était envolé. Les décorations de Noël brillaient dans les vitrines. Des guirlandes lumineuses pendaient aux façades. Des sapins artificiels tournaient lentement dans les devantures des magasins. Les gens pressèrent le pas, chargés de paquets, l'esprit déjà aux fêtes de famille, aux repas partagés, aux cadeaux échangés. Je n'aurai pas de Noël en famille cette année. Pour la première fois en 70 ans, je serai seul le 25 décembre. Cette pensée aurait dû me rendre triste. Elle me rendait libre. Je me suis arrêté devant une vitrine d'horloger. Un confrère, un jeune qui avait repris la boutique d'un ancien que je connaissais. J'ai regardé les montres exposées, les pendules anciennes, les mécanismes qui tournaient doucement derrière la vitre. J'ai pensé à ma propre boutique, vendue il y a 5 ans quand j'ai pris ma retraite. J'ai pensé à toutes ces années passées, penché sur des rouages minuscules, à chercher la panne, à réparer l'irréparable. Tout cela était fini maintenant. Une époque révolue, un chapitre clos. Mais d'autres chapitres s'ouvraient. D'autres histoires attendaient d'être écrites. Je suis entré dans une brasserie et j'ai commandé un cognac pour moi-même. Un cadeau de moi à moi. Le premier d'une longue série, je l'espérais. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une vieille berline que j'avais gardée, et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel où j'avais réservé une chambre pour la nuit. Demain matin, je prendrai le train pour Bordeaux. Demain soir, je serai sur le pont d'un paquebot, regardant les lumières de la ville s'éloigner. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des mois. Un sommeil profond, sans rêve, réparateur.
le sommeil de quelqu'un qui a enfin posé un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Le lendemain, Lucie et Théo sont allés à la maison. Je le sais parce qu'ils ont essayé de m'appeler des dizaines de fois, laissant des messages de plus en plus hystériques. Ils ont trouvé une famille qu'ils ne connaissaient pas installée dans ce qu'ils pensaient être leur future propriété. Une jeune femme avec un enfant. Un homme qui rangeait des cartons dans le garage. Je les imagine, debout sur le trottoir, regardant la maison qui ne serait jamais à eux. Je les imagine réalisant l'ampleur de leur erreur, comprenant enfin qu'on ne peut pas même hériter de quelqu'un qui n'est pas encore mort, qu'on ne peut pas disposer de ce qui ne vous appartient pas, qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un qui vous a vu venir de loin. Ils ont trouvé les clés que je leur avais données. Inutiles, bien sûr. Les serrures avaient été changées, mais ils ont aussi trouvé autre chose. Quelque chose que Claire m'avait décrit dans un message. Sur la table de la cuisine, bien en vue, il y avait une branche de gui séchée, nouée avec un ruban rouge. Théo a compris, m'a écrit Claire. Il est devenu blanc. Il a dit à sa femme qu'il devait partir. Qu'est-ce que ça signifie, cette branche ? J'ai répondu. Dans la tradition celtique, on met du gui au-dessus des portes pour éloigner ceux qui viennent avec de mauvaises intentions. C'est un symbole de protection, et aussi de nouvelle vie. Claire a envoyé un emoji de pouce levé, puis elle est belle, cette tradition. On va garder la branche. Elle nous portera chance, je l'espère, ai-je répondu. Je vous souhaite tout le bonheur du monde dans cette maison. Elle le mérite, et vous aussi. J'étais sur le pont du paquebot quand j'ai envoyé ce message. Le bateau venait de quitter le port de Bordeaux, et les rives de la Garonne défilaient lentement de chaque côté. Le soleil de décembre, pâle mais présent, réchauffait mon visage. Le vent du large portait une odeur de sel et de liberté. J'ai pensé à Jeanne, à ce qu'elle aurait dit de tout cela. Elle aurait ri, probablement. Elle aurait dit que j'avais bien réglé mon mécanisme, que j'avais gardé le tempo jusqu'au bout. Elle aurait été fière de moi. J'ai pensé à Lucie enfant, cette petite fille terrorisée qui avait perdu son père et qui s'accrochait à moi dans les nuits d'orage. J'ai essayé de comprendre à quel moment cette petite fille était devenue la femme qui voulait m'enfermer dans un hospice pour récupérer ma maison. Je n'ai pas trouvé de réponse. Certaines transformations échappent à la compréhension. J'ai pensé à Théo, que je n'avais jamais vraiment aimé, mais que j'avais accepté par amour pour Lucie. Je me suis demandé s'il était l'instigateur de tout cela, ou s'il avait simplement suivi le mouvement, accompagné par cupidité une femme qu'il avait choisie pour de mauvaises raisons. Je me souviens du jour où Lucie me l'a présenté, il y a 7 ans. C'était un dimanche de printemps. Les lilas du jardin étaient en fleurs, et Jeanne était encore vivante, affaiblie mais présente. Lucie était arrivée avec ce jeune homme, au sourire trop parfait, aux vêtements trop apprêtés, pour un simple déjeuner dominical. Théo avait fait le tour de la maison avec des exclamations admiratives, complimentant chaque objet, chaque meuble, chaque détail de décoration. « C'est magnifique », répétait-il, « c'est vraiment magnifique ». Jeanne m'avait regardé ce soir-là, après leur départ. Elle avait cette façon de me regarder quand elle voulait me dire quelque chose sans le dire vraiment. Et puis elle avait murmuré, comme pour elle-même, « Il compte les pièces ». Je n'avais pas voulu l'entendre. J'avais dit qu'elle se faisait des idées, que Théo était simplement poli, que Lucie avait le droit d'être heureuse avec qui elle voulait. Jeanne avait hoché la tête et n'avait plus rien dit. Mais je voyais bien qu'elle n'était pas convaincue. Jeanne avait toujours été meilleure que moi pour lire les gens. C'était son don naturel. Elle avait travaillé 30 ans comme secrétaire médicale, à accueillir des patients,
à les rassurer, à déceler leurs angoisses derrière leurs sourires forcés. Elle disait qu'on reconnaît un homme à sa façon de traiter ceux qui ne peuvent rien pour lui. La façon dont Théo traitait les serveurs, les caissières, les gens ordinaires, aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais l'amour rend aveugle, dit-on, et l'amour d'un oncle pour sa nièce n'est pas moins aveugle que les autres formes d'amour. Et puis j'ai cessé de penser à eux. Ils ne méritaient pas plus de mon temps, plus de mon énergie, plus de mon attention. J'avais 70 ans et peut-être 20 ou 30 années encore devant moi. Je n'allais pas les gâcher à ressasser le passé. La croisière a été merveilleuse. J'ai vu Saint-Jean-de-Luz, ses maisons blanches et rouges serrées autour du port. J'ai vu Bilbao et son musée Guggenheim, cette sculpture d'acier et de verre qui défie les lois de la gravité. J'ai vu Porto, ses caves à vin, ses façades couvertes d'azulejos bleus. J'ai mangé des plats que je ne connaissais pas, bu des vins que je n'avais jamais goûtés, écouté des langues que je ne comprenais qu'à moitié. Chaque matin, je me réveillais avec le balancement doux du bateau et le bruit des vagues contre la coque. Je prenais mon petit déjeuner sur le pont, enveloppé dans une couverture parce que l'air de décembre était vif même si le soleil brillait. Je regardais la mer et je pensais à rien. C'était un luxe extraordinaire, cette absence de pensée. Pendant des mois, mon esprit avait été occupé par les stratagèmes, les calculs, les précautions. Maintenant, il pouvait enfin se reposer. J'ai fait des choses que je n'avais jamais faites. J'ai participé à un cours de cuisine portugaise où j'ai appris à préparer les pastéis de nata, ces petites tartes à la crème caramélisée qui fondent sur la langue. J'ai assisté à un spectacle de fado dans une cave voûtée de Lisbonne, et j'ai été ému sans honte sur des paroles que je ne comprenais pas parce que la musique, elle, parlait directement au cœur. J'ai marchandé des souvenirs dans un marché de Porto, moi qui n'avais jamais osé négocier de ma vie. J'ai bu du vin vert sur une terrasse dominant le Douro, et j'ai regardé le soleil se coucher sur les vignobles en terrasse qui grimpaient les collines. Je me suis senti vivant, vivant comme je ne l'avais pas été depuis la mort de Jeanne, vivant comme je n'aurais jamais cru pouvoir l'être encore à mon âge. Et j'ai rencontré des gens, des voyageurs comme moi, certains en couple, d'autres seuls, des veufs, des veuves, des divorcés, des célibataires endurcis. Des gens qui avaient décidé que la vie ne s'arrêtait pas à un certain âge, qu'il restait des choses à voir, des expériences à vivre, des rencontres à faire. C'est sur ce bateau que j'ai rencontré Françoise, une ancienne institutrice de Lyon, 68 ans, veuve depuis 4 ans. Elle voyageait seule, elle aussi, pour la première fois depuis la mort de son mari. Nous nous sommes croisés au dîner du premier soir, puis au petit déjeuner du lendemain, puis à l'excursion de Porto. Françoise avait ce regard particulier des gens qui ont beaucoup perdu et qui ont appris à continuer malgré tout. Ses yeux verts avaient une profondeur qui m'a frappé dès notre première conversation. Elle parlait peu, mais quand elle parlait, chaque mot comptait. Pas de bavardage inutile, pas de remplissage, juste l'essentiel. Elle m'a raconté son histoire par petits morceaux, au fil des jours. Son mari, Robert, était mort d'une crise cardiaque pendant qu'il tondait la pelouse. Un samedi de juin, sous un ciel bleu parfait. Il avait posé la tondeuse, s'était assis sur le banc du jardin et ne s'était jamais relevé. Françoise était dans la cuisine, elle préparait le déjeuner, elle n'avait rien vu. Quand elle était sortie l'appeler pour manger, il était déjà parti. Elle m'a dit qu'elle avait passé les 2 premières années à se demander ce qui serait arrivé si elle avait été dehors avec lui, si elle aurait pu faire quelque chose, si elle aurait pu appeler les secours plus vite, lui tenir la main dans les derniers instants,
lui dire une dernière fois qu'elle l'aimait. Des questions sans réponse, des tortures inutiles que tous les veufs connaissent. Et puis, un jour, elle avait décidé de vivre. Pas pour elle, pas vraiment, mais pour Robert, qui n'avait pas eu cette chance. Elle vivrait pour deux, avait-elle décidé. Elle ferait toutes les choses qu'ils avaient prévu de faire ensemble et qu'ils n'avaient jamais faites. Les voyages repoussés, les musées pas visités, les restaurants pas essayés. Elle honorerait sa mémoire en vivant, pas en mourant à petit feu dans une maison pleine de souvenirs. Ce n'était pas de la romance, pas au sens où les films l'entendent. C'était de la compagnie, du partage. Deux personnes qui avaient vécu suffisamment longtemps pour savoir que la solitude n'est pas une fatalité, mais que la compagnie se mérite. Un soir, sur le pont, alors que nous regardions le soleil se coucher sur l'Atlantique, Françoise m'a demandé si j'avais de la famille. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. J'ai cru en avoir, ai-je dit, pendant longtemps. J'ai cru que les liens du sang suffisaient à créer une famille. J'ai appris que non. La famille, ce sont les gens qui ne calculent pas combien vous valez sur le marché immobilier, les gens qui ne comptent pas les jours jusqu'à votre mort. Françoise a hoché la tête. Elle comprenait. À notre âge, on a tous des histoires de déception, de trahison, de relations qui n'étaient pas ce qu'on croyait. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, ai-je dit en levant mon verre vers le ciel qui s'embrasait. Maintenant je vis. C'est tout ce qui compte. Si cette histoire vous a parlé, si elle a réveillé quelque chose en vous, peut-être une expérience similaire, peut-être la peur de vivre quelque chose de semblable un jour, peut-être simplement l'indignation face à la cupidité de certains, alors, écoutez bien ce que j'ai à dire. Vous n'êtes pas obligé de subir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le sort que les autres veulent vous imposer. L'âge n'est pas une excuse pour vous laisser marcher dessus. 70 ans, 80 ans, 90 ans. Tant que votre esprit fonctionne, tant que votre cœur bat, vous avez le droit de décider de votre vie. J'ai connu des gens qui se sont laissés mourir de chagrin parce que leurs enfants les avaient abandonnés. J'ai connu des gens qui ont signé tous les papiers qu'on leur mettait sous le nez parce qu'ils avaient peur de déplaire, peur d'être seuls, peur d'être un fardeau. J'aurais pu être l'un de ces hommes. J'ai choisi de ne pas l'être. La vengeance, ce n'est pas vraiment de la vengeance, ce que j'ai fait. La vengeance, ce serait de leur souhaiter du mal, de chercher à les détruire, de passer mes nuits à ruminer des plans pour les faire souffrir. Non, ce que j'ai fait, c'est simplement vivre ma vie à moi, selon mes règles, avec mon argent, de la façon qui me convient. Si le résultat de ma liberté, c'est que Lucie et Théo se retrouvent face à leurs dettes sans la béquille de mon héritage pour les sauver, tant pis pour eux. Ils sont adultes, ils ont fait des choix, ils assumeront les conséquences. Moi, j'assume les miennes. Et mes conséquences, en ce moment, c'est un bain de soleil sur le pont d'un bateau, un verre de Porto dans la main et la perspective d'un avenir que je n'aurais jamais osé imaginer il y a 3 mois. Je suis revenu de croisière début janvier. Le bateau a accosté à Bordeaux par un matin gris et froid, mais j'avais le cœur léger. J'avais passé 3 semaines à me réinventer, à me redécouvrir, à comprendre que la vie après 70 ans pouvait être autre chose qu'une lente descente vers la fin. Françoise et moi avons échangé nos numéros de téléphone. Pas de promesses, pas d'engagement. Juste l'idée que nous pourrions nous revoir, partager un déjeuner, peut-être un autre voyage. À notre âge, les relations prennent des formes différentes. Moins de passion, plus de tendresse. Moins de besoins, plus de choix. J'ai pris le train pour Dijon,
puis un taxi pour ma nouvelle adresse. Je n'allais pas retourner à la maison, évidemment. Ce n'était plus ma maison, mais j'avais loué un petit appartement dans le centre-ville, à 2 pas de l'ancienne rue des Forges, où j'avais tenu ma boutique pendant tant d'années. 2 pièces, une cuisine, une salle de bain, suffisant pour un homme seul qui n'a plus besoin de beaucoup d'espace. L'appartement était au 3e étage d'un immeuble ancien, avec une vue sur les toits de la ville. Pas de jardin, pas de poiriers, pas de rosiers à tailler. Juste un petit balcon où je pouvais mettre quelques pots de fleurs et une chaise pour lire les jours de beau temps. C'était modeste, mais c'était à moi. Pas acheté en viager, pas hérité de quiconque, pas disputé par des héritiers avides. Loué avec mon propre argent, meublé selon mes propres goûts, j'avais apporté peu de choses de la maison, quelques vêtements, quelques livres, les photos que je ne pouvais pas laisser derrière moi. Le reste, je l'avais laissé à Claire et Antoine, ou donné à des associations. On accumule tellement de choses au fil d'une vie, des objets qu'on garde par habitude, par sentimentalité, par peur du vide, et puis on réalise qu'on peut vivre avec beaucoup moins, que le vide n'est pas un ennemi, qu'il laisse de la place pour de nouvelles choses. Ma première nuit dans l'appartement, j'ai eu du mal à dormir. Les bruits étaient différents. Pas de craquement de parquet, pas de grincement de volets, pas de ce silence particulier de la campagne que j'avais connu pendant 40 ans. À la place, il y avait les rumeurs de la ville, des voix dans la rue, des voitures, au loin, le ronronnement sourd de la vie urbaine. C'était étrange, mais pas désagréable. C'était le bruit d'un nouveau chapitre qui commençait. Quand je me suis installé, il y avait du courrier qui m'attendait. Des factures, des publicités, les choses habituelles, et une lettre de Lucie. Je l'ai reconnue à son écriture sur l'enveloppe. Cette écriture ronde, appliquée, que je lui avais appris à former quand elle était enfant, et qu'elle venait me voir après l'école pour faire ses devoirs. J'ai hésité avant de l'ouvrir. J'aurais pu la jeter sans la lire. J'aurais pu la brûler, la déchirer, la renvoyer avec la mention retour à l'expéditeur. Mais la curiosité a été la plus forte. Ou peut-être l'espoir, cet espoir têtu qui refuse de mourir même quand on lui a donné 1000 raisons de le faire. La lettre faisait 3 pages. Je vais vous en lire quelques passages. Tonton Maurice, je sais que tu n'as probablement pas envie de lire ces mots. Je sais que tu dois me détester, et tu as sans doute raison. Ce que Théo et moi avons fait était impardonnable. Je ne vais pas essayer de me justifier, parce qu'il n'y a pas de justification. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Pas désolé de ne pas avoir eu la maison, désolé de t'avoir fait du mal, désolé d'avoir oublié qui tu étais vraiment, ce que tu avais fait pour moi, tout ce que tu représentais. Quand mon père est mort, tu étais là, tu m'as accueilli, tu m'as nourri, tu m'as élevé comme ta propre fille. Tu n'étais pas obligé, tu aurais pu me laisser chez ma mère, qui ne voulait pas de moi, ou dans une famille d'accueil. Tu as choisi de prendre soin de moi, et moi, en retour. J'ai choisi de voir en toi un vieux bonhomme, dont il fallait se débarrasser pour récupérer un peu d'argent. J'ai honte, tonton. J'ai tellement honte que je ne peux pas te regarder en face. Théo et moi, on s'est séparés. Ce n'est pas à cause de l'histoire de la maison, pas directement. C'est à cause de ce que cette histoire a révélé sur nous, sur moi. Je n'aimais pas la personne que j'étais devenue. Lui non plus, d'ailleurs. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Je te demande juste de savoir que je regrette, et que si un jour, peut-être, tu voulais me revoir, je serai là. Ta nièce qui t'aime, malgré tout, Lucie. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai posée sur la table,
et je suis allé me faire du café. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous répondu? Auriez-vous pardonné? Auriez-vous ouvert votre porte à quelqu'un qui avait essayé de vous la fermer définitivement? Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Le pardon n'était pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain. C'est un processus, un chemin, parfois long et sinueux. Lucie dit qu'elle regrette. Peut-être est-ce vrai. Peut-être est-ce encore une manipulation, une nouvelle stratégie pour regagner ma confiance. Ce que je sais, c'est que je ne suis plus le même homme qu'il y a 3 mois. Cet homme-là avait peur. Il doutait de lui-même. Il se demandait s'il méritait mieux que ce qu'on lui offrait. L'homme que je suis aujourd'hui n'a plus peur. Il sait ce qu'il vaut. Il sait qu'il mérite le respect, l'amour sincère, et pas seulement quand il y a un héritage à la clé. Si Lucie veut reconstruire quelque chose avec moi, elle devra le prouver, par des actes, pas par des mots, par du temps, pas par des promesses, et même alors, même si elle fait tout bien, je ne garantis rien. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas comme une montre fêlée. Elle se reconstruit, peut-être, mais elle garde toujours les cicatrices. En attendant, je vis, c'est le plus important. J'ai repris contact avec d'anciens clients, des hommes et des femmes dont j'avais réparé les montres pendant des décennies. L'un d'eux m'a invité à un salon d'horlogerie ancienne, un petit événement dans une salle des fêtes où des collectionneurs échangeaient des pièces rares et des histoires de réparation impossibles. Je me suis assis au premier rang et j'ai écouté ces passionnés parler du métier que j'avais aimé toute ma vie. J'ai revu Françoise, aussi. Nous avons déjeuné ensemble dans un petit restaurant, près de la Saône. Elle m'a parlé de ses enfants, 2 filles, qui vivent en région parisienne et qui l'appellent chaque semaine. Des enfants normaux, aimants, qui ne calculent pas la valeur de la maison de leur mère. Ça existe, donc. Les familles heureuses existent. Et je me suis inscrit à un cours d'aquarelle, à 70 ans. Moi qui n'avais jamais su tenir un pinceau autrement que pour vernir du bois. Le professeur est plus jeune que moi de 40 ans. Et il me regarde parfois avec une expression amusée quand je m'acharne sur un paysage qui refuse de ressembler à quoi que ce soit de reconnaissable. Mais je m'en fiche. Je n'apprends pas à peindre pour devenir artiste. J'apprends à peindre pour prouver que je peux encore apprendre, que mon cerveau, malgré ce qu'un médecin véreux a attesté, fonctionne parfaitement bien. Claire et Antoine m'envoient des photos de temps en temps. Le petit Hugo qui fait ses premiers pas dans le jardin, le poirier en fleurs au printemps, mon vieil établi installé dans un coin du salon, avec les outils bien rangés sur le plateau. Ils prennent soin de cette maison. Ils l'aiment comme Jeanne et moi l'avons aimée. J'ai demandé à Claire si je pouvais venir leur rendre visite un jour. Elle a répondu que je serais toujours le bienvenu, que la maison se souviendrait de moi, que les murs gardaient la mémoire de ceux qui les avaient aimés. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si les maisons se souviennent, mais j'aime cette idée. J'aime penser que quelque part, dans les fondations de cette vieille bâtisse, il reste un écho de mes pas, de mes rires, de mes larmes, de toute cette vie que j'y ai vécue, et j'aime penser que Hugo, un jour, s'intéressera peut-être à l'établi de son arrière-grand-père adoptif, qu'il apprendra l'horlogerie, les rouages, les balanciers, qu'il fera revivre ces gestes que j'ai tant aimés, dans une maison qui a tant compté pour moi. C'est ça, finalement, la continuité. Pas le sang, pas l'héritage, pas les papiers notariés. La transmission, ce qu'on donne de son vivant à ceux qui sauront le recevoir. Ce qui reste de nous quand on n'est plus là. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 ans, 10 ans, 20 ans.
La médecine moderne fait des miracles, et je n'ai pas l'intention de lui faciliter la tâche. Je vais vivre le plus longtemps possible, pas par dépit, pas pour contrarier les acheteurs en viager, mais parce que la vie est belle, parce qu'il y a encore des couchers de soleil à regarder, des montres à réparer pour les amis, des aquarelles ratées à recommencer, et parce que, à 70 ans, j'ai enfin compris quelque chose d'essentiel. La famille, ce n'est pas ceux qui attendent votre mort pour récupérer vos biens. La famille, ce sont ceux qui veulent que vous viviez le plus longtemps possible, simplement parce qu'ils vous aiment. Je n'ai peut-être plus de famille, au sens traditionnel du terme. Mais j'ai des amis, des connaissances, des gens qui sont heureux de me voir et tristes quand je pars. J'ai Françoise, avec ses histoires d'enseignante et son rire un peu rauque. J'ai Claire et Antoine, qui m'envoient des photos d'une vie qui continue. J'ai mes anciens clients, dispersés aux 4 coins du département, qui se souviennent encore du vieux Maurice, qui réparait leurs montres avec une patience infinie. C'est ma famille, maintenant. Une famille choisie, pas subie. Une famille qui ne me doit rien et à qui je ne dois rien, sauf le plaisir d'être ensemble. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, alors partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Un parent âgé, peut-être, qui se sent seul et vulnérable. Un ami qui traverse une période difficile avec sa famille, ou simplement quelqu'un qui a oublié que l'âge n'est pas une sentence, que la vie continue tant qu'on respire, et que les seules limites qui existent vraiment sont celles qu'on s'impose. Moi, Maurice Desaulniers, 70 ans, ancien horloger, veuf, sans enfant, ancien propriétaire d'une maison pleine de souvenirs, je vous dis ceci: ne laissez personne vous enterrer avant l'heure. Ne laissez personne décider à votre place que vous êtes fini, inutile, bon à ranger dans un tiroir en attendant la fin. Vivez, voyagez, apprenez, aimez, riez, pleurez aussi quand c'est nécessaire. Mais surtout, vivez. La vie m'a appris beaucoup de choses en 70 ans. Elle m'a appris que la patience est un outil, le plus puissant de tous. Elle m'a appris que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, et que les masques finissent toujours par tomber. Elle m'a appris que la solitude peut être un cadeau, quand elle est choisie et non subie. Elle m'a appris que l'argent n'achète pas le bonheur, mais qu'il peut acheter la liberté, et que la liberté, elle, n'a pas de prix. Et elle m'a appris que le gui, cette plante parasite qui vit aux dépens des arbres, peut aussi être un symbole de renouveau, que de la trahison peut naître la libération, que de la fin d'une vie peut émerger le début d'une autre. Ma branche de gui est restée sur la table de la cuisine, dans la maison qui n'est plus la mienne. Claire l'a accrochée au-dessus de la porte d'entrée, comme je lui avais suggéré, pour éloigner les mauvais esprits, m'a-t-elle dit en riant, pour protéger notre foyer. Je ne crois pas vraiment au pouvoir magique du gui, mais je crois aux symboles, je crois aux gestes qui ont du sens. Et je crois que cette petite branche séchée, nouée avec un ruban rouge, continuera à raconter mon histoire longtemps après que j'aurai cessé de la raconter moi-même. L'histoire d'un homme de 70 ans qui a refusé de se laisser enterrer vivant. L'histoire d'un oncle trahi qui a choisi de vivre plutôt que de mourir de chagrin. L'histoire d'une victoire silencieuse, sans éclat de voix, sans violence, sans vengeance spectaculaire. Juste un homme qui a repris le contrôle de sa vie, de son argent, de son avenir. C'est mon histoire. Et maintenant qu'elle est racontée, elle est aussi un peu la vôtre. Faites-en ce que vous voulez. Gardez-la pour vous ou partagez-la. Oubliez-la demain
Ou souvenez-vous-en, dans 10 ans, quand vous serez peut-être face à une situation similaire. Mais surtout, souvenez-vous de ceci. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour vivre. Je m'appelle Maurice Desaulniers. J'ai 70 ans et ma vie ne fait que commencer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus parlé et abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne.